Salut tout le monde, bienvenue à notre première édition de Sur la glace en 2021. Nous sommes le 11 janvier 2021. Très heureux de vous retrouver pour cette balado-diffusion hebdomadaire qui reprend donc cette semaine. Je ne sais pas jusqu'où on va se rendre cette année avec le hockey, la saison de hockey qui est décalée, tout ça. Est-ce qu'on va se rendre jusqu'au mois d'avril, jusqu'au mois de mai? On verra bien. Mais pour l'instant, c'est l'édition numéro 12 de la quatrième saison de Sur la glace. Très heureux de vous accueillir donc pour ce rendez-vous hebdomadaire qu'on s'est donné maintenant. On aura deux invités au cours des prochaines minutes à vous faire entendre. Le directeur général des Foreurs de Val-d'Or, Pascal Daou, qui est très actif sur le marché des transactions. Et on va également parler à quelqu'un qui était sur la glace à Edmonton mardi dernier, lors de la finale du Mondial junior entre le Canada et les États-Unis, soit le juge de ligne québécois Jonathan Deschamps. Alors, on va parler de son expérience avec lui, mais aussi évidemment du match comme tel. Et pas mieux témoin privilégié pour voir ce qui s'est passé sur la patinoire. Donc, je vous présente ça un petit peu plus tard. Évidemment, il faut revenir sur le Mondial junior 2021 qui a pris fin, comme je le disais, mardi passé, avec la médaille d'or des États-Unis qui ont battu en grande finale le Canada au compte de 2-0. Euh, Premièrement, je pense qu'il faut remercier la Fédération internationale de hockey sur glace, Hockey Canada, le comité organisateur à Edmonton, tous les pays, les fédérations qui ont participé à cette compétition-là en pleine pandémie. Souvenez-vous, là, quand on se parlait au mois d'octobre, on se disait, on se croise les doigts, on espère que le championnat mondial junior va avoir lieu. Ça n'a pas été simple. Il y a eu des cas de COVID un petit peu, surtout du côté de l'Allemagne, qui ont dû jouer 3 matchs avec seulement 16 joueurs en uniforme, 14 patineurs, 2 gardiens de but. La Suède n'a pas eu son entraîneur. Il y a eu des joueurs qui ont été confinés plus longtemps. Il y a des joueurs, même avant l'arrivée dans la bulle, qui ont testé positif, qui ont dû être retournés, en fait, qui n'ont pas pu participer au tournoi. Mais je pense que dans l'ensemble, quand on regarde 2021, qu'on va se rappeler de ce tournoi-là, ça s'est quand même relativement bien passé. Il n'y avait pas de spectateurs, c'est vrai, mais au final, je pense qu'on a eu du hockey extrêmement intéressant. D'ailleurs, les codes d'écoute ont été là pour TSN et RDS pendant ce tournoi-là. Là, on parle de 13 millions de téléspectateurs qui, à un moment ou à un autre du tournoi, se sont branchés sur les matchs. 3,5 millions de codes d'écoute pour la grande finale de la médaille d'or seulement. Alors, ça donne un peu l'idée de la popularité de l'événement. Les gens avaient soif de hockey et on a pu voir à l'œuvre des joueurs qui vont marquer, je pense, la Ligue nationale dans les prochaines saisons, des joueurs qui ont connu des tournois exceptionnels. Alors, si on regarde ça froidement, les États-Unis ont gagné la médaille d'or. On va retenir quoi des États-Unis? Évidemment, Trevor Zegras, qui a été choisi le joueur par excellence du tournoi, 18 points dans la compétition en 7 matchs, un but et une passe durant la finale, remporté 2-0. Je pense que Zegras a été tout un joueur pour les Américains. On surveillait beaucoup Cole Caulfield, peut-être pas eu autant de points que on aurait pu s'en attendre. Il a terminé la compétition avec 5 points, 2 buts et 3 passes, mais il a été menaçant très souvent. Il a été parmi les meilleurs au niveau des tirs au but. Plusieurs rondelles là, qui ont dansé sur la ligne rouge, des poteaux. Je sais que dans son cas, c'est les points qui feront foi de tout. Mais si on regarde simplement la feuille de statistiques, on se dit que peut-être Caulfield n'a pas eu le tournoi qu'on s'attendait. Mais quand on a suivi les matchs un à un, comme nous on l'a fait, on se rend compte qu'il a été un joueur très bon pour les États-Unis dans ce tournoi-là. Le gardien Spencer Knight, qui a parti la compétition tout croche avec une défaite en partant le jour de Noël contre les Russes, s'est fait retirer du match. On se posait même des questions, est-ce qu'il va revenir? Ben oui, il est revenu, puis il a été excellent. D'ailleurs, les Américains ont éclipsé une vieille marque du championnat mondial de hockey junior, 219 minutes sans accorder de but de façon consécutive. L'ancienne marque était de 215, remontait à 1999. Alors, les Américains ont joué un match solide en grande finale. Ils se sont présentés là sans complexe. Pourtant, la veille, contre les Finlandais en demi-finale, ils avaient été ordinaires. Mais en grande finale, ils ont probablement joué leur meilleur match, un gain de 2-0 contre une équipe canadienne qui s'était présentée là avec 41 buts marqués, 4 accordés seulement dans les 6 premiers matchs. On parlait avant ce match-là de peut-être une des meilleures équipes canadiennes de l'histoire. Et là, on va peut-être dire, à côté de 2021, une des meilleures équipes canadiennes de l'histoire.
qui n'a pas gagné la médaille d'or. Il faudra rajouter ça à côté. Et c'est bien dommage. Je suis de ceux qui croient que dans une série 4 de 7, fort probablement que le Canada aurait eu le dessus sur les États-Unis. Mais au championnat du monde de hockey junior, on règle ça sur un match. Dans l'équipe canadienne, Dylan Cousins a été exceptionnel. 16 points dans le tournoi, même si en finale, on l'a peut-être un peu moins vu. Je pense qu'il a été le dynamo là, de cette formation canadienne. Et que dire du gardien québécois Devon Levi? Vous vous souvenez, avant que le tournoi commence, on se disait il y a 20 choix de première ronde dans cette équipe-là. Malheureusement, on a perdu Kirby Dack là, dès le départ dans le match préparatoire du 23 décembre. Donc, il en restait 19 des choix de première ronde, tous à l'avant ou à la défensive. Et on se disait, le point d'interrogation, c'est devant le filet. Devon Levi a réussi dans ce tournoi-là une des meilleures performances canadiennes de l'histoire. En fait, il a battu le record pour la moyenne de buts alloués qui appartenait à Justin Pogge. Il a terminé la compétition avec une moyenne de 0,75. C'est exceptionnel. Le taux d'efficacité record, il a battu la marque de Carey Price, qui en 2007 avait obtenu 961 de taux d'efficacité. Levi a terminé ça à 964. Écoutez, il aura donné en tout et partout 5 buts en 20 périodes. Il n'a pas joué la troisième période du premier match. 5 buts en 20 périodes. Donc 5 buts en 400 minutes de jeu. Et il n'a pas gagné la médaille d'or. C'est quand même dommage, mais je pense qu'il s'est fait un nom, il s'est fait une réputation pour un choix de 7e ronde des Panthers de la Floride. On n'est pas prêt d'oublier Devon Levi dans ce tournoi-là. Un beau mot également pour Jacob Pelletier, notre attaquant de la Ligue de hockey junior major du Québec, qui a terminé dans le top 15 des marqueurs du tournoi au 15e rang. Pelletier a été un très bon leader, a joué dans les deux sens de la patinoire et lors des 2 derniers matchs en demi-finale et finale, il s'était hissé sur le premier trio de l'équipe. Il a été un coéquipier hors pair. Un petit mot peut-être sur les autres nations. La Finlande a gagné la médaille de bronze. La Finlande, qui est quand même disputé un bon tournoi dans les circonstances, a perdu un match contre les États-Unis en demi-finale qu'elle aurait pu gagner. Elle avait créé l'égalité 3-3 avant que les Américains ne marquent avec moins de 2 minutes à faire. Mais la Finlande s'est bien repris pour battre les Russes. Et Anton Lundell, l'attaquant finlandais, le capitaine, qui avait raté le tournoi l'an dernier en raison d'une blessure, a vraiment été très, très solide. Lui aussi, comme Devon Levi, un choix des Panthers de la Floride, comme Spencer Knight, aussi le gardien des Américains, qui est un choix des Panthers de la Floride. Les Russes auront été décevants. Après avoir battu les États-Unis dans le premier match 5-3, ils ont été blanchis 2 fois dans le tournoi, dont contre le Canada en demi-finale 5-0. Les Russes qui avaient également été blanchis par les Tchèques dans le tournoi 2-0. Igor Larionov, même s'il avait amené un nouveau système de jeu, les Russes, ça n'a pas fonctionné. Quand on regarde le palmarès des Russes depuis 2004, donc dans les 17 dernières années, les Russes n'ont qu'une seule médaille d'or. C'est au tournoi de 2011 à Buffalo. Ils avaient dû effectuer une remontée en troisième période, tirant derrière 3-0 pour l'emporter 5-3. C'est la seule médaille d'or que les Russes ont gagnée dans les 17 dernières années. Oui, ils sont presque toujours sur le podium. Cette année, ils auront terminé au 4e rang. Mais j'ai été déçu de Yaroslav Askarov. Je pense que le gardien de but, on s'attendait un petit peu plus de lui, même s'il n'a que 18 ans. Vassili Podkolzin aurait peut-être pu être meilleur aussi à son 3e tournoi. Les Russes terminent donc au 4e rang. La Suède prend le 5e rang. La Suède qui a été affectée par la COVID un peu avant le tournoi, qui a perdu entre autres son entraîneur. La fameuse séquence des Suédois s'est terminée après 54 victoires en ronde préliminaire. On a perdu le match contre les Russes, justement, le 31 décembre. Le 30 décembre, plutôt, les Suédois qui se sont inclinés. Ça faisait 13 ans que les Suédois étaient 4-0 en phase préliminaire et là, ils ont perdu ce match-là le 30 décembre, 4-3 en prolongation. Ça a mis un terme à la séquence et on dirait qu'on s'en est pas remis du côté des Suédois. Le match suivant, on a perdu 4-0 contre les Américains. On s'est présenté en quart de finale et on a perdu 3-2 contre la Finlande. Donc, les Suédois, 5e rang, c'est un peu décevant dans leur cas, mais il y a toujours une puissance parmi les 5 qui doit terminer au 5e rang cette année, les Suédois. Mon coup de cœur, peut-être au 6e rang, les Allemands qui se sont classés pour la première fois en quart de finale, n'avaient jamais participé à la ronde quart de finale du tournoi. Tim Stutzle, John Peterka et Florian Elias ont été très bons pendant le tournoi. D'ailleurs, les 3 terminent dans les meilleurs pointeurs de la compétition. Tim Stutzle, qui est maintenant rendu au camp des sénateurs d'Ottawa. Il est vraiment un attaquant exceptionnel et ça a lancé le débat beaucoup entre lui et Quinton Byfield, qui aurait dû être le 2e choix derrière Alexis Lafrenière du dernier repêchage.
Stools-là, honnêtement, a démontré qu'il serait tout un joueur de hockey. J'ai bien hâte de voir la carrière que ce bonhomme-là va avoir avec les Sénateurs d'Ottawa. Les Allemands qui ont dû jouer, comme je le disais, des matchs à 14 joueurs, qui ont perdu 16-2 contre le Canada au départ, mais qui se sont relevés. Ils ont battu les Slovaques 4-3 le 28 décembre. Ensuite de ça, ils ont vaincu la Suisse 5-4 le 30 décembre pour prendre donc le troisième rang du groupe. Et peu s'en est fallu qu'ils causent une surprise en quart de finale, s'inclinant seulement 2-1 contre les Russes. Les Allemands, avec un Moritz Seider, s'il s'était présenté, avec un Lucas Reichel qui, s'il n'avait pas été déclaré à la COVID, aurait été là aussi. Peut-être que ça aurait pu être différent pour les Allemands, mais une belle sixième place quand même, le meilleur classement de leur histoire. Par la suite, peu de choses à dire. Les Tchèques, les Slovaques, les Suisses et les Autrichiens là, qui ont pris les rangs 7, 8, 9 et 10. Je retiens peut-être du côté des Slovaques qu'ils ont joué le tournoi avec 3 joueurs de 16 ans. Ça augure bien pour l'avenir parce qu'à compter de l'an prochain, ces Slovaques-là auront plus d'expérience pour le tournoi qui aura lieu, encore une fois, à Edmonton et Red Deer. Et on se le souhaite devant des partisans. Un mot sur André Tourigny, l'entraîneur-chef du Canada. Pour une 5e expérience, il termine avec une médaille d'argent. C'est tellement dommage parce qu'il a été excellent avec son équipe. Je pense qu'il a dirigé ça de main de maître. C'est un gars d'expérience. C'est un gars qui connaît le tabac et qui aurait sans doute mérité un meilleur sort en grande finale. L'an prochain, les groupes auront l'air de ceci. Dans le groupe A, dont les matchs auront lieu à Red Deer, on espère, on aura les Américains, les Russes, les Suédois, les Slovaques et les Suisses. Et dans le groupe B, Edmonton, le Canada, la Finlande, l'Allemagne, la République tchèque et l'Autriche. On construit les groupes pour l'année suivante en fonction du classement de cette année. Alors, 1, 4, 5, 8 et 9 dans un groupe, 2, 3, 6, 7 et 10 dans l'autre groupe. Donc, le Canada sera encore dans le groupe un peu plus faible l'an prochain. Il y aura la Finlande qui sera un adversaire de taille. Il y aura quand même les Tchèques qui sont capables de mieux. Mais il reste que la grosse compétition États-Unis, Russie, Suède, ça va être dans l'autre groupe. Je vous disais en début de reportage, on a eu cette année un tournoi officié par seulement des officiels canadiens. Il y avait 8 Québécois qui étaient là, dont Jonathan Deschamps, qui a une histoire quand même assez exceptionnelle. Jonathan Deschamps a joué 5 saisons dans la Ligue junior majeure du Québec. Ça a été un choix de 2e ronde du Phoenix de Sherbrooke. Il a joué pour Sherbrooke dans la LHMQ, il a joué pour le Cap-Breton et il a terminé sa carrière junior avec les Cataractes de Shawinigan. Par la suite, il a débuté une carrière au niveau universitaire avec les Patriotes de l'UQTR et après 2 saisons, au terme de la saison 2018-2019, il a vu la possibilité de se lancer dans l'arbitrage. Les officiels ont maintenant un programme pour les joueurs ou anciens joueurs qui désirent se lancer dans l'arbitrage et Jonathan Deschamps a pris cette voie-là. Il a travaillé l'an passé une 50aine de matchs dans la Ligue américaine. Il n'avait que 23 ans. Cette année, à 24 ans, évidemment, il n'avait pas eu beaucoup de matchs à officier en début de saison parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose cette année. Mais il a reçu l'appel pour faire partie des juges de ligne qui étaient pour les 12 juges de ligne qui étaient pour être au tournoi au championnat du monde junior. Et par ses performances durant la phase préliminaire et la ronde des médailles, il a obtenu le privilège d'être sur la glace en grande finale de la médaille d'or. Lui et Olivier Gouin, qu'on avait d'ailleurs reçu à notre émission ici avant la période des fêtes, les deux ont travaillé le match de la médaille d'or. Alors pour eux, évidemment, c'est la consécration dans un CV, dans une carrière d'arbitre. Quand tu travailles un match de médaille d'or au niveau international, c'est vraiment une belle, belle opportunité. Alors je vous présente cet entretien avec Jonathan Deschamps. On a parlé de son cheminement. On a parlé évidemment du match de la médaille d'or aussi. Je vous propose ça à l'instant. Notre invité, Jonathan Deschamps, juge de ligne à la finale de la médaille d'or du Mondial junior. Si je t'avais dit ça il y a 3 ans, Jonathan, est-ce que ça aurait été quelque chose de possible? Je te dirais que non. Ça aurait été, je t'aurais dit, ah ouais, non, c'est quelque chose d'assez spécial qui s'est passé. Là. Comme tu dis, si tu m'avais dit il y a 3 ans, je t'aurais jamais cru. Là. Puis même si tu m'avais dit il y a 2 mois, je t'aurais pas cru non plus. Fait que, non, ouais, t'es assez chanceux d'avoir participé à ça. Pour expliquer ton parcours, tu as joué 5 saisons dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Tu as été un choix de 2e ronde de Sherbrooke. Tu t'es promené Sherbrooke, Cap-Breton, Shawinigan. Ouais. Tu t'étais tourné vers le hockey universitaire pendant 2 ans avec les Patriotes de l'UQTR. Et là, soudainement, tu lâches le hockey pour devenir un officiel. Si tu nous ramènes là un petit peu, comment s'est faite cette décision-là? Dans ma 2e année au Patriote, j'avais comme pas perdu la flamme, mais ça me tentait plus vraiment de
tu sais, toutes les pratiques, toutes ces affaires-là, tout ce qui était relié au hockey, tu sais, j'étais comme un peu, pas tanné, mais tu sais, j'avais comme passé à autre chose, mais je voulais pas nécessairement quitter la game. Tu sais, j'avais pensé peut-être à coacher, tu sais, je l'avais déjà essayé, puis finalement, je me suis dit, pourquoi pas commencer à arbitrer? Tu sais, c'est la meilleure façon de rester dans la game, c'est d'être sur la glace. Puis je veux pas nécessairement, tu sais, tout mettre les sacrifices encore pour, tu sais, les pratiques à chaque jour, s'entraîner. Puis tu sais, j'étais un peu tanné aussi de jouer la game, tu sais, mais je voulais rester sur la glace. Fait que j'ai décidé de commencer à arbitrer. Puis ça m'a mené où est-ce que ça me mène là. Puis je suis bien content d'avoir fait cette édition-là. Puis, tu sais, j'ai parlé, quand j'ai commencé à arbitrer, j'ai parlé avec Michel Cormier. Dans le fond, c'est un gars de Saint-Louis-France. Puis on habite sa même rue. Mon père l'a coaché quand il était jeune. Puis là, j'avais donné lâché un coup de fil pour lui demander, tu sais, parler un peu d'arbitrage avec, tu sais, comment ça pouvait marcher, puis tout. Puis depuis ce temps-là, c'est lui qui m'a aidé à monter, puis qui m'aide beaucoup dans mon cheminement. Michel Cormier, qui est juge de ligne depuis Exact. longtemps là, dans Ouais. la Ligue nationale, qui a œuvré dans la LHJMQ aussi avant. OK, là, il y a un programme, je pense, pour les anciens joueurs pour Ouais. devenir officiel. Puis ça, toi, tu es passé par cette ligne-là. Tu n'es pas Ouais. passé par la ligne qu'on voit la majorité des officiels du circuit. Là. Si tu nous parlais de ça un petit peu, là. Ouais, ben dans le fond, c'est ça, étant un ancien joueur, il y a quelque chose il y a un camp qui se passe souvent, c'est en août, c'est le NHL Exposure Combine. C'est beaucoup d'anciens joueurs qui vont là. C'est comme une nouvelle mode qui essaye, là. Tu sais, les autres, leur mentalité, les anciens joueurs là, avec leur hockey IQ et leur patin peuvent plus facilement peut-être s'adapter au hockey professionnel. Fait que moi, j'ai passé par là, j'étais allé à ce camp-là. Puis de là, c'est là que j'ai eu mon contrat de la Ligue américaine l'année passée. Mais j'avais déjà commencé à arbitrer avant, c'est-à-dire que ma deuxième année au Patriote, je te dis à partir de décembre, j'ai eu mon accréditation. J'ai commencé à arbitrer du hockey mineur. Tu sais, je les ai toutes faites. Là. Je fais du novice B, comme j'ai fait du midget 2B. Tu sais, je les ai pas mal toutes faites. Fait que c'est ça. Fait que durant cette année-là, après cette année-là, j'ai eu au camp de l'Exposure Combine à Buffalo. Puis de là, c'est là que j'ai eu mon contrat de la Ligue américaine puis que ça a commencé à débouler. Fait que dans le fond, tu as seulement une saison d'expérience, si on veut, parce que cette Ouais. année, il n'y a presque pas eu de hockey. Non, Là. c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, dans la fois, j'ai l'an passé. L'an passé, j'ai travaillé full-time dans la Ligue américaine. J'ai à peu près une cinquantaine de matchs. Puis, tu sais, quelques matchs de hockey mineur aussi l'année d'avant. Là. Fait que je te dis que c'est pas mal ça, mon expérience en tant qu'arbitre. Là. Comme tu dis, cette année, tu sais, j'ai fait peut-être au début de l'année, avant que la deuxième vague parte, là, j'ai fait peut-être 3-4 games, mettons, midget 3, junior 3. Tu envoies maintenant la possibilité de faire carrière? Oui, ben oui. Après ce tournoi-là, là, je pense que ouais, ça, c'est mon but vraiment d'atteindre la Ligue nationale et de faire carrière là-dedans. Comment ça s'est passé, le tournoi? Vous avez vécu le confinement, vous aussi, comme les joueurs. J'ai parlé à Olivier Gouin avant que le tournoi commence. On a fait une petite entrevue comme ça pour notre balado-diffusion aussi. Ouais. Comment ça s'est passé pour vous autres, là, tout ce processus-là, puis ce qui t'a mené, dans le fond, à participer au match de la médaille d'or, justement, avec Olivier Gouin? Là? Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, à partir du 6 décembre, on s'est confinés chez nous, à la maison. On avait 3 tests de COVID à faire. Il fallait que les 3 soient négatifs. Après ça, on est arrivé à Edmonton le 13. Puis de là, on avait 5 jours dans notre chambre tout seul. C'est-à-dire que ces 5 jours-là, ils ont paru comme étaient peut-être 2 mois. C'était long à maudit, mais on a passé au travers. Puis on avait des séances fitness, là, comme ils disent, virtuelles, là, sur Zoom. Puis on avait des meetings aussi avec les entraîneurs puis ces choses-là. Fait que après ces 5 jours-là, on a pu sortir de nos chambres. Mais là, il y a eu des cas positifs avec l'équipe de Suède, de l'Allemagne. Fait qu'on était supposé avoir des matchs. Finalement, ils ont été cancellés. Fait que ça a été comme un autre 4 jours qui quand même était assez long. Même si on était sortis, on n'arbitait pas. On avait hâte de toucher à la glace. On a patiné un peu, mais c'était pas comme une vraie game. Fait qu'on avait vraiment hâte d'embarquer et de pouvoir arbitrer. Ça faisait quand même depuis mars qu'on n'avait pas rien fait. Là. Que ce soit les joueurs et nous autres aussi. On pense beaucoup aux joueurs qui n'ont pas joué beaucoup, mais ça reste que les arbitres. J'ai pas touché à la glace depuis à peine là, depuis mars. Fait que c'était belle fun de sauter sur la glace. Je dirais que ça reprend assez vite quand même. Là. Même si on a eu s'arbitrer comme 2 périodes avant les matchs de la ronde préliminaire, on a eu s'arbitrer 2 périodes à cause que il y avait juste comme 4 games. En tout cas. Il Puis, avait séparé ça en ouais, plusieurs ça, il avait arbitres. séparé Là, ouais. ça. Chaque arbitre habitait comme une période là, durant ces matchs-là. Puis, mais je te dis, ça a pris assez vite, là, surtout avec l'intensité du match, tout, t'as pas le choix de reprendre ça rapidement. Puis là, à chaque match, il y a des gens qui vous évaluent et un peu comme pour les joueurs, c'est avec ces évaluations-là qu'on décide qui on garde pour les demi-finales puis les Ouais, deux finales. Là. exact, c'est ça. Après, on a des superviseurs, puis après chaque game, dans le fond, eux autres, ils évaluent le match. Fait qu'après le match, ils viennent dans la chambre, on en jase un peu de qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. Ils nous donnent leur point de vue d'en haut, puis nous autres, on donne notre point de vue de sa glace, tu sais, comment on a vu ça.
Puis eux autres, après ça, ils remplissent une feuille là, avec des critères. Puis eux autres, ils gardent ça comme en note. Puis lorsque c'est à prendre décision, ils sortent de ça. Puis c'est de même qu'ils prennent leur décision. Alors, tu as gagné la médaille d'or du Ouais. tournoi parmi les arbitres. Vous êtes 4 qui avaient travaillé. C'est quand même incroyable là, parce que tu n'as pas beaucoup de millage, on va se le Ouais. dire. Là, tu sais. Puis oui, tu as joué au hockey junior, mais en termes de juge de ligne, c'est tout un exploit que tu as réalisé. Là. Oui, vraiment. Je suis vraiment fier et vraiment content de pouvoir participer à ça. Puis, tu sais, c'est vraiment unique comme expérience parce que des arbitres canadiens qui vont dire Canada médaille d'or, ça ne se reverra sûrement à plus jamais parce que tu sais, normalement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis, en tout cas, on était vraiment privilégiés de pouvoir participer à ça. Puis, c'est un match d'une vie, là, dans le sens que, tu sais, comme je disais, j'ai quand même vécu 3 matchs d'une vie en peu de temps, dans le sens que le 31 décembre, j'ai arbitré Canada-Finlande. Je me dis, c'est peut-être le plus gros, c'est peut-être mon plus gros match du tournoi, puis c'est peut-être le plus gros match de ma vie jusqu'à maintenant. Après ça, j'ai eu la demi-finale Canada-Russie, la même chose. Puis là, finalement, j'ai eu la finale. Fait que, tu sais, c'est comme 3 gros matchs que j'ai eu en peu de temps. Puis non, c'est, comme je te dis, c'est vraiment une expérience unique que, tu sais, on ne verra sûrement jamais. Écoute, j'ai envie de profiter de ton œil. Tu es un ancien joueur. Tu étais Mhm. sur la glace pendant ce match-là, Canada-États-Unis. Nous autres, on l'a analysé Ouais. de toutes les façons. Est-ce que tu sentais la même chose que nous autres quand tu voyais ce qui se passait, là, qu'on dirait que le Canada était plus figé un petit peu? Là, puis... Je te dirais que les 5 premières minutes de la première période, on s'est dit, oh boy, les États-Unis sont sortis fort. Puis c'était vraiment intense comme match. Puis moi, je les ai vus Canada jouer tout le long du tournoi. Puis les États-Unis sont vraiment sortis forts. Puis je pense que ça a un peu coupé les jambes du Canada. Je sais pas trop qu'est-ce que c'était. Je veux pas, j'étais concentré sur la game. Puis, moi, je surveillais, comme on dit, je surveillais ma ligne. Je me concentrais sur mes choses. Mais je veux dire que Canada, pas Canada, mais les États-Unis ont vraiment mérité ce match-là. Je pense que ils l'ont pas volé à personne. Là, ils ont vraiment joué une grosse game. Puis, c'était vraiment intense comme match. Puis, en tout cas, j'ai vraiment été chanceux de participer à ça. C'est quoi les prochaines étapes pour toi? C'est quoi la suite présentement? Ben là, la suite, c'est. Là, j'attends des nouvelles à la Ligue américaine, là, s'ils repartent ou pas. Là. Les dernières nouvelles vont partir le 5 février. Donc, avec la division canadienne. Donc, ça risque d'être ça pour cette année. Là, avec la COVID, on ne sait pas trop ce qui va se passer, là, mais ça risque d'être ça pour le restant de l'année. Puis l'année prochaine, ben, là, on verra. C'est une autre année. Puis encore là, c'est la COVID qui va décider de ce qui se passe là, pour le restant de l'année. Écoute, je vais risquer une question. Est-ce qu'on devient juge de ligne par choix ou tu aurais aimé mieux être arbitre? Par choix. Je voulais être juge de ligne. Là. Comme je te dis, j'ai commencé à parler avec Michel Cormier, c'est un juge de ligne. Puis je voulais pas nécessairement être arbitre. C'est un autre genre de game, c'est arbitre. Puis moi, je pense que j'étais plus confortable, pas mal dans ma personnalité, puis de la façon que je suis, puis de comment que je vois la game. Je pense que juge de ligne, c'était vraiment plus la meilleure option pour moi. Puis, j'ai bien fait. Fait que, non, c'est ça. J'ai comme choisi d'être juge de ligne. J'aurais pu essayer d'être arbitre aussi, mais je pense vraiment, comme je te dis, là, la façon que je suis, là, je pense que juge de ligne, c'est plus une job pour moi. À la fin du match de la médaille d'or, quand c'est terminé, est-ce qu'on vous dit, ben écoute, tu as ce qu'il faut pour aller plus haut? Est-ce que les gens qui étaient là t'ont donné comme des perceptions de savoir que ça pourrait fonctionner pour toi dans un avenir rapproché? Là? Ben, c'est sûr qu'il y a tellement des bons officiels qui étaient au championnat mondial que c'est sûr que faisant la médaille d'or, tu te dis, j'ai une chance de monter. Là. C'est sûr qu'on a eu notre perdu après un match, comme c'était dans les autres matchs d'avant, mais oui, je te dirais que j'ai eu des très bons commentaires, puis c'est sûr que on m'a dit, lâche pas, puis on continue à travailler fort, puis c'est sûr que, comme je te dis, la Ligue nationale, c'est sûr que c'est un objectif qui pourra être atteint d'ici peu, là, si je continue à faire ce que j'ai à faire. Puis, J'avais ça va. parlé avec René Fazel, le président de la Fédération internationale, puis c'est une question qu'on avait abordée, le fait que c'était pour être que des officiels canadiens Ouais. cette année, puis il avait dit, bah, tu sais, peut-être que certains pays vont, il avait pris l'expression, vont râler un petit peu, là, mais dans l'ensemble, il n'y a pas eu de controverse d'arbitrage cette année. Je pense qu'honnêtement, là, ça s'est très, très bien passé. Hein. Oui, on est très content. Puis notre boss aussi était très content après le tournoi. Il a dit on n'a pas eu de plainte, on n'a pas, comme tu dis, il n'y a pas eu de controverse. Il y a eu des reprises vidéo, dont leur jeu que j'étais sur la game contre la Russie, que c'était vraiment serré, mais on a eu le bon call. Puis je pense que toutes les reprises vidéo qu'on a eues, le call était là, puis il n'y a pas eu de controverse, il n'y a pas eu de. C'est sûr que durant le match, je veux pas, il va y avoir des moments intenses, il va y avoir des moments que on n'a pas nécessairement le même point de vue avec l'entraîneur ou les joueurs, mais ça, c'est normal, c'est dans n'importe quel game, c'est le même. Puis que ce soit un arbitre canadien ou un arbitre finlandais, c'était pas le même point de vue, t'as pas le même point de vue. T'sais. Mais je pense que tout au long du tournoi, on a eu le même standard. On a eu de l'arbitrage de qualité tout le long du tournoi. Je pense que tout le monde était content là-dedans. Ben écoute, félicitations. Si le rêve de jouer dans la Ligue nationale ne s'est pas matérialisé, peut-être que dans pas grand temps, tu vas patiner à Ouais, côté de Connor peut-être. McDavid quand même Ouais. dans la Ligue nationale. Puis ça, ben, c'est quand même pas rien. Là. Non, c'est ça. Ben oui, on espère.
Merci beaucoup, Jonathan, d'avoir pris le temps. Félicitations pour ce que tu as vécu. Puis comme on dit, on lâche pas. Merci beaucoup. Yes, merci à toi. Alors voilà, Jonathan Deschamps qui était sur la glace pour la finale de la médaille d'or du Mondial Junior 2021. Lui qui a à peine un an et demi portait encore les couleurs des Patriotes de l'UQTR au hockey universitaire québécois. Alors c'est quand même exceptionnel ce qu'il a réussi. On lui souhaite bonne chance et à 24 ans, ben, l'avenir pour lui est ouvert là, pour devenir peut-être un jour un juge de ligne à temps plein dans la Ligue nationale de hockey. Voilà donc qui complète notre segment sur le mondial junior. Évidemment, on va en garder des souvenirs bien différents. En ce qui me concerne, je l'ai vécu de la maison cette année. La description des matchs en studio. RDS a présenté 29 matchs en direct, 25 du tournoi, plus 4 matchs préparatoires. On espère qu'on n'aura pas à revivre une situation comme celle-là l'an prochain. Le tournoi qui revient à Edmonton l'an prochain est Red Deer, justement parce que cette année, on a dû le tenir dans un format différent. Le tournoi qui sera en Russie en 2023 et qui retrouvera la Suède en 2024. Ça devait être la Suède l'an prochain. On a inversé 2022 et 2024 pour permettre au Canada là, de honorer les billets qui avaient été vendus cette année à tous les nombreux partisans de l'Ouest canadien qui auraient aimé assister à la compétition cette année. Ces gens-là ont déjà leurs billets pour l'an prochain. La Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé le retour de ses activités. C'était un peu prévu, mais là, c'est un petit peu plus concret. À compter du 22 janvier, on va créer 4 mini-bulles à Shawinigan, Chicoutimi, Drummondville et Rimouski. On va jouer des matchs les 22 et 23 janvier. Chacune de ces 12 formations du Québec-là va avoir la chance de jouer 2 matchs. À Shawinigan, on va retrouver, outre les Cataractes, les Huskies de Rouyn-Noranda et les Tigres de Victoriaville. À Drummondville, en plus des Voltigeurs, il y aura les Foreurs de Val-d'Or et les Olympiques de Gatineau. À Chicoutimi, en plus des Saguenayens, il y aura le Phoenix de Sherbrooke, qui n'a que 5 matchs de jouer cette année, et le Drakkar de Bécomo. Et enfin, à Rimouski, on aura, en plus de l'Océanique, l'Armada de Blainville-Boisbriand et les Remparts de Québec. Pour ce qui est des 6 équipes des Maritimes, les 22 et 23, on espère être capable de voyager entre les villes et de disputer 2 matchs pour chacune des formations les 22 et 23 janvier prochain. À compter du week-end suivant, du 29 janvier, et ça jusqu'au 7 février, on va recréer 3 bulles au lieu de 4. Donc, on va laisser tomber Shawinigan. Il y aura des bulles à Chicoutimi, Drummondville et Rimouski. Et là, il y aura 4 équipes dans chacun de ces endroits-là. À Chicoutimi, il y aura les Sags, les Tigres, les Foreurs et les Olympiques. À Drummondville, il y aura les Voltigeurs, les Huskies, le Phoenix et l'Armada. Et à Rimouski, il y aura l'Océanique, les Remparts, le Drakkar et les Cataractes. Et ces équipes-là vont être là pour 8 jours pour disputer 6 matchs entre le 29 janvier et le 7 février. Donc, chaque équipe va affronter les 3 autres de sa bulle en 2 occasions. Le calendrier de ces matchs-là est d'ailleurs disponible sur le site de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ce qui veut dire qu'entre le 22 janvier et le 7 février, chacune des, chacune des formations de la Ligue de hockey junior majeur du Québec devrait être en mesure de jouer 8 matchs si, évidemment, tout se passe bien. Les joueurs sont revenus là, dans leurs bulles respectives. On est à se préparer là, pour le retour au jeu officiellement, les séances d'entraînement qui ont repris. C'est pas facile, mais on espère du côté de la Ligue de hockey junior majeur du Québec de permettre aux joueurs de pouvoir poursuivre leur saison qui est stoppée là, depuis le 30 novembre dernier. Donc, il se sera écoulé 7 semaines complètes entre les derniers matchs qui ont été présentés dans la bulle au centre Vidéotron et le retour des activités le 22 janvier prochain. Tout ça, évidemment, en concordance avec les autorités de la santé publique qui ont approuvé le plan de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Quelques nouvelles. Évidemment, les joueurs européens, la plupart de ceux qui ont participé au Mondial junior ont retrouvé leurs équipes respectives après le tournoi à Edmonton lorsqu'ils ont été éliminés. On a vu des images circuler sur les médias sociaux. Lorenzo Canonica, le Suisse qui est rendu à Shawinigan, Samuel Lavaille qui a retrouvé le Phoenix de Sherbrooke, et etc., etc. Il y en a un petit peu partout comme ça. Il y en a encore certains qui manquent à l'appel. Surtout ceux qui n'ont pas participé au Mondial junior. Je pense à Maxime Tchaïkovitch avec les Foreurs de Val-d'Or qui n'est toujours pas arrivé, mais on n'a pas perdu espoir dans ce dossier-là du côté des Foreurs. Ce qui m'amène à vous parler évidemment des transactions. La période des transactions, normalement, se prend fin le 6 janvier dans la Ligue junior majeure du Québec, mais en raison de la COVID cette année, on a extensionné le tout jusqu'au lundi 25 janvier. Donc, lundi, dans 2 semaines, lorsqu'on sera en train d'enregistrer notre On Jazz du 25 janvier, pas notre On Jazz, pardon, notre Sur la glace du 25 janvier, on sera en mesure
connaître véritablement la composition des équipes pour le dernier droit de la saison. Il reste que de nombreuses transactions ont quand même été complété. Je pense qu'il faut souligner l'audace des Foreurs de Val-d'Or et dans quelques instants, je vais vous présenter une entrevue avec Pascal Daou, le directeur général de l'équipe. Mais les Foreurs ont fait l'acquisition de Nathan Légaré du Drakkar de Bécomo pendant la période des fêtes. On a donné 5 choix au repêchage, dont un choix de première ronde. On a fait l'acquisition également la semaine dernière du défenseur Jordan Spence des Wildcats de Moncton. On a donné entre autres le gardien d'avenir Vincent Filion qui avait été le choix de première ronde des Foreurs l'été dernier. Les Foreurs sont vraiment all-in cette année. Et dans l'entrevue avec Pascal Daou, c'est des sujets qu'on va aborder parce que plusieurs se posent des questions. Est-ce que ça vaut la peine d'essayer le tout pour le tout comme ça dans une année où on ne sait même pas s'il y aura des séries éliminatoires complètes, une Coupe Memorial? Vous allez entendre dans quelques instants les commentaires de Pascal Daou à ce sujet-là. Les Tigres de Victoriaville se sont lancés également du côté des acheteurs. On a fait l'acquisition de Sean Elliman, qui est un gars de Victoriaville en provenance du Cap-Breton. Il est, au moment où on se parle, le premier marqueur de la Ligue junior majeure du Québec. Alors, il va terminer son stage junior dans sa ville chez eux. On est allé également chercher Benjamin Tardif à Sherbrooke et Alexis Arsenault à Rouyn-Noranda. C'est dire qu'on a changé les 3 joueurs de 20 ans du côté de Victoriaville. Alexis Arsenault qui a gagné la Coupe Memorial avec les Huskies. Benjamin Tardif, qui a connu beaucoup de succès avec le Phoenix de Sherbrooke l'an dernier. Et bien sûr, Sean Elliman, que je vous parlais également, qui était premier compteur du circuit. Donc, les Tigres, ils vont eux aussi pour se rendre assez loin, merci. Les Islanders de Charlottetown, la meilleure équipe dans les Maritimes, sont allés chercher Bailey Peach et Sean Stewart. Donc, pour l'instant, on a été un petit peu plus réservé là, du côté de Charlottetown. Mais évidemment, il reste 2 semaines dans la période des transactions. Il y a des équipes également qui se sont améliorées. Peut-être pas nécessairement que pour cette année, mais pour aussi les prochaines années. Je pense à Shawinigan. On est allé chercher le défenseur Justin Bergeron et Zachary Massicotte, 2 défenseurs qui évoluaient à Rimouski. Bon, évidemment, Bergeron, c'est pour cette année. C'est un défenseur de 20 ans. C'est dans le cas des Cataractes aussi d'aller chercher de l'expérience, d'ajouter de la profondeur, je pense, en défensive. C'était important du côté de Martin Mondou, là, de solidifier la défensive de son équipe. C'était peut-être un point en ce moment qui était un peu, sans dire faible, c'était un point qui était peut-être un peu qu'on devait améliorer. Et dans le cas de Zachary Massicotte, ben, c'est un défenseur qui pourra assurément faire partie du portrait des joueurs de 20 ans l'an prochain à Shawinigan, lorsque les Cats seront vraiment à maturité. On est allé chercher aussi pour cette année Gabriel Fortier des Wildcats de Moncton. Dans le cas de Fortier, il était à Moncton, on se disait peut-être simplement pour un certain temps parce qu'on pensait qu'il pourrait se rapporter au Crunch de Syracuse dans la Ligue américaine. Mais là, avec tout ce qui se passe dans la Ligue américaine, le fait que Syracuse va accueillir des espoirs des Panthers de la Floride aussi, pas convaincu que Gabriel Fortier, finalement, ne passera pas la saison comme joueur de 20 ans dans la LHJMQ. Et dans ce sens-là, ben, pour les Cataractes, c'est une bonne acquisition. Je vais également parler de la transaction des Olympiques de Gatineau qui ont été chercher Andrew Coxhead et surtout Isaac Béliveau, le défenseur de 18 ans de l'Océanique de Rimouski. On n'a pas hésité à céder notamment 2 choix de première ronde à l'Océanique pour faire l'acquisition de Béliveau, qui va entrer un peu dans le moule avec les jeunes défenseurs là, des Olympiques, avec les Tristan Luneau, Noah Warren et compagnie, Olivier Boutin. Alors, évidemment, Gatineau, on ne pense pas nécessairement à cette année, on pense plus à l'an prochain, surtout dans 2 ans. Isaac Béliveau va assurément bien cadrer dans ce portrait-là. Il y a évidemment d'autres transactions, là, je ne veux pas toutes les nommer, mais il y en aura d'autres aussi. Il y a des rumeurs qui envoient Alex Bocage des Huskies de Rouyn-Noranda chez l'Armada de Blainville-Boisbriand. Samuel Poulain est retranché du camp des Pingouins de Pittsburgh au cours des dernières heures et sur le marché du côté du Phoenix de Sherbrooke. On m'a cependant assuré que ça va prendre le prix, sinon on va garder Samuel Poulain à Sherbrooke. Mais Samuel Poulain pourrait devenir une prise intéressante là, pour une équipe qui, évidemment, a envie de faire un bon bout de chemin cette année. Pascal Daou, le directeur général des Foreurs de Val-d'Or, est un homme actif pendant cette période de transaction. Il a décidé d'y aller le tout pour le tout cette année, même si on n'est pas dans une année régulière. Et j'ai réalisé cette entrevue avec lui pour qu'il nous parle un peu de ses acquisitions qu'il a faites au cours des 2-3 dernières semaines. Pascal Daou, des Foreurs de Val-d'Or. Notre invité cette semaine, c'est le directeur général peut-être le plus occupé de la Ligue junior majeure du Québec, Pascal Daou, des Foreurs de Val-d'Or. Pascal, j'ai écrit sur mon compte Twitter à la suite de l'acquisition de Jordan Spence, plus rien ne semble arrêter le DG des Foreurs.
Tout ce qu'il y a sur le marché, en tout cas, sans manquer de respect à qui que ce soit, je pense que les pièces importantes, c'est les Foreurs qui sont allés les chercher. La stratégie est claire depuis l'acquisition de Jacob Pelletier, puis vous en allez en ligne droite devant, puis il n'y a rien qui vous arrête. Oui, je te dirais même, si on reculait, la stratégie est claire pour moi depuis les premières pièces là, qui sont aujourd'hui le noyau, là, le draft 2017. C'était d'avancer dans cette direction-là. L'ajout d'un Justin Ducharme vient aussi bonifier tout ça. Villeneuve à la défense venait aussi bonifier tout ça. Et après ça, on part avec Pelletier. Comme tu dis, il y a des pièces importantes sur le marché, puis on fait le nécessaire. L'acquisition de Pelletier, oui, on l'a déjà comme assumé là, parce que vous avez joué des matchs avec, mais là, vous rentrez un bonhomme comme Nathan Légaré du Drakkar de Baie-Comeau, vous rentrez Jordan Spence, bon, un membre d'équipe Canada Junior, un autre qui aurait peut-être dû être invité au camp. Qu'est-ce que ces deux joueurs-là, entre autres, vont apporter? Là? Ben, écoute, tu l'as dit, tu l'as très bien dit en intro, c'est des joueurs de grande qualité, c'est des pièces importantes. Dans le cas de Légaré, ben, on entend parler de Nathan Légaré comme étant un power forward, un gars qui amène une présence physique, oui, mais le talent n'est pas moindre. Des fois, on fait un compromis dans ce qu'un joueur peut apporter au niveau physique, aux composants de vitesse, qu'on coupe un peu dans le talent. C'est un joueur qui peut mettre des rondelles derrière le gardien adverse. Qui est quand même très bien impliqué dans sa zone défensive. Donc, c'est des joueurs qui vont couvrir 17 000 pieds carrés qui s'ajoutent au reste de la formation. Jordan Spence, ça demeure un anglophone des Maritimes. C'est toujours un petit peu plus, des fois, difficile d'attirer ces gars-là. Je sais que les Huskies l'ont fait avec Noah Dobson, qui peut peut-être être un bon comparable. Dans le cas de Jordan Spence, lui aussi, l'idée de venir se joindre aux Foreurs, de partir quand même, il est originaire de l'île du Prince-Édouard, puis de s'en venir à Val-d'Or dans la situation qu'on connaît aussi avec la pandémie, puis tout ça. Est-ce que ça a été difficile de le convaincre? Comment il a réagi? Non, bien écoute, tu as raison. Ça s'est passé chez notre voisin de la BTB. Ça s'est passé avec les Foreurs à l'époque, avec Marchand, entre autres, pour ne nommer que lui. Mais Spence, il voyait une fenêtre avec les Foreurs, ça c'est clair. Il y a une grande amitié qui existe entre lui et Pelletier. Ça aussi, c'est une valeur ajoutée. Et Spence, il faut reconnaître, c'est un jeune qui a quand même un vécu particulier comme être humain. Là. Il a voyagé beaucoup. Il est multilinguistique, il est capable de parler plusieurs langues. C'est quelqu'un que la culture et l'ouverture d'esprit est là. Donc, ça n'a même pas été proche d'être une négociation. Tu sais, ça te tente-tu d'être à Val-d'Or avec nous autres? Lui, il voyait une fenêtre d'être compétitif, de jouer avec son chum. Ça a été un oui d'entrée de jeu. Tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui va arriver avec la saison actuelle? On reprend là, avec des bulles dans quoi une douzaine de jours. On ne sait pas de quoi le printemps 2021 va être fait. Ça ne semble pas de faire peur ou peut-être qu'il y a des choses en arrière, des conditions à ces transactions-là qu'on ne connaît pas, mais la crainte, l'an passé, les Sags, Rimouski se sont un peu fait prendre. On ne savait pas ce qui s'en venait. Là, on le sait qu'il y a une possibilité que il n'y a pas de séries éliminatoires ou que ce soit amputé. La Coupe Memorial, écoute, en Ontario, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va jouer. C'est supposé être en Ontario. Est-ce que tu as peur, dans le fond, de faire tout ça? Je ne dirais pas pour rien, là, mais pour peut-être pas ce qu'on serait supposé d'avoir en temps normal. Écoute, il n'y a aucun doute que le contexte idéal serait le contexte qu'on a vécu par le passé. L'année dernière, il y a des équipes qui, effectivement, ont mis leur triple, leur âme sur une table, puis malheureusement, n'ont pas pu avoir l'opportunité. À cette heure, c'est sûr qu'on essaie tous d'avoir des conditions, de se protéger. On en a, mais il faut reconnaître aussi, il faut respecter que les équipes l'année passée n'en ont pas eu. Et cette année, c'est à leur tour d'essayer de passer le flambeau vers les prochains contenders. Et eux aussi, ils l'ont sur le cœur de ne pas avoir été protégés. Fait qu'il faut trouver un équilibre, un compromis entre ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'on est capable de faire. Après ça, la gageure de cette année, tu as raison. Est-ce que la gageure est idéale? Non. La question, je l'ai posée avec les propriétaires à plusieurs reprises au printemps avant de faire toutes les démarches pour un Jacob Pelletier. Je l'ai reposé à l'été, je l'ai reposé à l'automne. Et le mandat est demeuré le même, c'est-à-dire que le plan que j'ai présenté il y a quelques années, c'est-à-dire voici vers où on va s'en aller, la fenêtre sera où à ce moment-là, on est dedans. Maintenant, de faire un sidestep qu'on appelle, c'était une possibilité. On aurait quand même grandi, ne serait-ce qu'avec Jacob Pelletier, on ne fait rien d'autre. On aurait grandi comme organisation parce qu'il est venu teinter, impacter positivement toute la culture, tout le vestiaire. Puis tous ces joueurs-là sont devenus meilleurs simplement en le côtoyant. Ceci étant dit, notre fenêtre, elle est là.
Puis, je ne veux pas être prophète de malheur, je ne veux pas être négatif là-dedans, mais en même temps, si on a vécu ce qu'on vient de vivre depuis 12 mois, on ne sait pas ce qui s'en vient dans les 6 prochains. On est qui pour savoir ce qui s'en vient l'année d'après aussi? Je pense que dorénavant, on risque d'être un peu coincé des GM puis tous les sports à devoir tellement surprotéger toute transaction parce qu'on va tout le temps craindre, y aura-tu X ou Y qui pourrait arriver? Fait que tu as raison. C'est-tu idéal? Non. Ça serait-tu le fun de faire traverser ces équipes-là dans notre parc puis venir à l'aréna avec nos fans, avec cette équipe-là sur une glace? Assurément. Mais là, le compromis, c'est de dire on a des joueurs que si on n'y va pas maintenant, ils ne seront plus là dans quelques mois. Ils vont vivre autre chose, professionnel ou à un autre niveau. Donc, on a une fenêtre, le feu vert a été donné. Moi, je travaille en conséquence. Donc, tu confirmes que dans des transactions, exemple comme celle que tu viens de faire, si jamais, pour X raison, il n'y a pas de série, il n'y a pas de Coupe du Président, le prix ne sera pas le même, puis les autres organisations ont embarqué là-dedans. Là. Oui, bien, on a tous, tu sais, il n'y a pas un template qui dit que voici, c'est ça, les conditions dans chacune des transactions de tout le monde. On fait du cas par cas. De mon côté, assurément qu'il y a des protections qui sont mises en place, que ce soit pour Nathan qui vit présentement une belle expérience à Pittsburgh avec son camp des pros. On lui souhaite que le meilleur, mais s'il nous revient, assurément, on va en être heureux. S'il ne nous revenait pas, on a aussi des protections. Spence qui vient de vivre un championnat du monde, qui va vivre une quarantaine avant de pouvoir se greffer à nous. Puis après ça, combien de matchs on va être en mesure de jouer. Tout ça est en branle, mais à savoir, est-ce que les protections de l'un et de l'autre et de toutes les équipes sont les mêmes? Malheureusement, je te dirais non, parce qu'on travaille tous au cas par cas. Là. Pascal, il reste 2 semaines à la période des transactions. On a ajouté du temps. Est-ce que ton magasinage est terminé? À la blague, tu me disais, là, tout est fermé, je vais sur Amazon, mais sérieusement, est-ce qu'il y a d'autres choses dans l'air ou si tu es confortable avec le groupe que tu as présentement qui, rappelons-le, là, avant la fin des activités, avait une fiche de 10-1-4, une seule défaite en temps réglementaire en 15 matchs. D'ailleurs, je l'ai vu, votre défaite, alors peut-être que je ne devrais pas aller vous voir jouer, là, mais j'ai vu un match des Foreurs cette année, puis ça a été une défaite. Alors, est-ce que c'est terminé ou? Bien, écoute, ça serait nono de dire que j'ai fermé mon téléphone puis mon clavier. On a encore des bonnes discussions, des bonnes communications. Si demain matin, on devait commencer la deuxième moitié de saison sans faire d'autres transactions, est-ce que je suis confortable? Je pense qu'on a un fichu beau groupe d'athlètes et un fichu beau groupe de leaders. Fait que tout ça me rend quand même très positif, très enthousiaste. Mais je ne te dirais pas que tout est fermé jusqu'au 25 janvier. On va voir ce qui peut nous rendre meilleurs. Mais il y a une chose qui est claire, la fierté que j'ai aujourd'hui, c'est que l'alignement tel qu'il est connu par les gens, il n'y a pas personne qui en est sorti dans ces transactions importantes-là. Puis, il n'y a pas de transactions à compléter. Donc, pour moi, c'est des valeurs qui sont importantes. C'est des joueurs qui auront beaucoup d'expérience et de valeur de vivre ce genre de compétition-là qu'on espère mener à terme. Là, parce qu'on a beau avoir les chevaux, il va falloir qu'on sorte des gates en même temps que tout le monde. Entre maintenant et le 25 janvier, Stéphane, je te dirais que mon téléphone, je garde les batteries pleines. On s'entretient avec Pascal Daoust, directeur général des Foreurs. Peut-être 2 questions avant de te laisser aller encore. Vous avez laissé aller à Vincent Filion, tu me disais, un gardien de but qui va peut-être jouer pour Équipe Canada Junior un jour. C'est le gros morceau que vous avez cédé dans tout ce processus-là à venir jusqu'à date? Là? Assurément. Puis, tu sais, Vincent, j'ai une admiration. Je lui ai dit quand on s'est parlé au téléphone de la transaction, j'ai une admiration pour l'individu qu'il est, le jeune homme qu'il est et l'athlète qu'il est, qu'il deviendra. C'est sûr que c'est un gros prix. Aujourd'hui, on l'appelle l'échange. On inclut Vincent Filion parce qu'il y a maintenant un nom rattaché à cette valeur-là. Mais pour moi, cette valeur-là revient d'une stratégie qui était en place il y a 2 ans avec la sélection d'Evan Naus. Parce que la fenêtre dans laquelle on était, est-ce qu'on pouvait se permettre d'ajouter un autre joueur de 16 ans de grand calibre en 6e rang? On n'avait pas cette opportunité-là. Fait que pour moi, la priorité, c'était c'est qui le meilleur? C'était Evan Naus. Malheureusement, on sait la suite des choses. Mais c'était voulu aussi de récupérer cette valeur-là au dernier draft pour faire ce qu'on avait à faire. Fait qu'aujourd'hui, de pouvoir dire c'est Vincent Filion, je suis fier pour lui, je suis heureux pour lui, je lui souhaite que le meilleur. Pour nous autres, c'est sûr qu'on va le regarder avoir du succès. Je lui souhaite de représenter le Canada, puis les gens diront qu'on aura payé dignement. Tant mieux. Spence mérite d'être payé dignement, puis Filion mérite d'avoir une très grande carrière.
La comparaison pour les amateurs de hockey pourrait être quand le Canadien est allé chercher Jonathan Drouin avec Mikhail Sergachev. Si on avait donné le 9e choix au total sans qu'il y ait de nom dessus, il n'y a pas personne qui poserait de questions. Là, aujourd'hui, l'échange est Sergachev contre Drouin. Alors, je comprends un peu ce que tu veux dire. Puis je pense que la comparaison n'est pas méchante. Exact. Pascal, dernier petit point. Pendant le championnat du monde junior, il y a eu des gens qui ont été surpris lorsqu'on a mis en ondes à un certain moment un tableau disant que les Foreurs de Val-d'Or, c'était l'équipe qui avait fourni dans l'histoire d'équipe Canada junior le plus de joueurs à la formation nationale. Jacob Pelletier, cette année, était le 16e joueur des Foreurs de Val-d'Or à jouer, même si les Foreurs ne sont pas dans la Ligue depuis 69-70. Est-ce que vous avez l'intention de vous servir de ça? Moi, j'ai toujours dit, j'ai déjà parlé à des anciens dirigeants des Foreurs de ce fait d'âme-là qui n'est pas nécessairement connu. Tu sais, Val-d'Or, on dit toujours, c'est peut-être pas le marché le plus sexy de la Ligue, c'est loin, c'est en Abitibi, mais pourtant, il y a plein de joueurs qui ont passé par là puis qui ont eu du succès. Puis, est-ce que vous pouvez vous servir de ça, justement, de cette statistique-là qui a l'air banale, mais qui en même temps est extrêmement importante? Ben, écoute, ta question, c'est est-ce que vous pouvez? Moi, je te dirais, est-ce qu'on doit? Et il le faut. C'est sûr qu'il y a une twist à aller chercher dans tout ça, puis ça a une valeur immense dans l'image, dans la qualité qui peut se passer là comme produit. Tu as raison, quand on dit que ce n'est pas nécessairement d'apparence sexy. Combien de fois qu'on lit ou qu'on a entendu nos anciens athlètes dire tu viens à Val-d'Or, à reculons ou en voulant plus ou moins y aller, tu repars en pleurant parce que tu ne veux pas quitter. Si jeunesse savait, vieillesse pouvait, souvent, tu n'es pas vieux quand tu as 20 ans ou quand tu as 19 ans, mais combien de joueurs de 19-20 ans réalisent avec leur vieillesse de cet âge-là qu'ils regrettent qu'à 16-17 ans, ils n'aient pas vécu l'aventure? Il y a une magie particulière qui se passe dans un amphithéâtre comme à Val-d'Or. Les partisans ils ont une proximité avec les jeunes. C'est un vrai aréna junior où l'ambiance elle est exponentielle quand on commence à avoir des performances comme on souhaiterait avoir. Fait que oui, ta question, est-ce qu'on devrait utiliser cette valeur-là de représenter le pays en si grand nombre avec un porte-couleur des Foreurs? Absolument, c'est une idée excellente à relancer. Mettez une pancarte dans l'aréna, publicisez-le, c'est quelque chose d'important à mes yeux, à moi. Hey, merci beaucoup, Pascal, pour ton temps, puis félicitations pour ce que tu as accompli à date, puis on va suivre ça jusqu'au 25. Merci beaucoup. Merci, Stéphane. Pour compléter un peu avec tes transactions de la Ligue de hockey junior major du Québec, évidemment, ça bouge. Le Titan qui vient d'aller chercher Jackson Bellamy du côté de Sherbrooke, un défenseur qui jouait pour le Phoenix, donc il s'en va à Bathurst. On a cédé des choix repêchage pour lui. Dans le cas du Phoenix de Sherbrooke, je pense qu'on s'est vraiment rangé là, du côté des vendeurs. C'est pourquoi j'ai l'impression que Samuel Poulain va quitter d'ici le 25 janvier prochain. Ça va prendre le prix, évidemment. On parle d'un des meilleurs joueurs de la Ligue de hockey junior major du Québec présentement, Samuel Poulain, qui a été retranché au cours des dernières heures par les Penguins de Pittsburgh. Nathan Légaré, pour compléter dans l'entrevue avec Pascal Daou, est en route pour Val-d'Or présentement. Il a aussi été retranché du camp des Penguins de Pittsburgh. Hendrix Lapierre est en route pour Chicoutimi, retranché du camp des Capitals de Washington. Évidemment, ces joueurs-là devront observer une quarantaine à leur retour des États-Unis avant de pouvoir reprendre les activités. Donc, on peut penser qu'ils ne seront pas disponibles pour les matchs du 22-23 janvier. Un petit mot en terminant sur la Ligue américaine de hockey qui a confirmé donc vouloir commencer une saison le 5 février. Dans le cas du Rocket de Laval, on parle d'une saison qui va se jouer seulement contre 3 formations. Les Sénateurs de Belleville, les Marlies de Toronto et le Moose du Manitoba, une division canadienne, un peu comme dans la Ligue nationale. La différence du côté de la Ligue américaine, c'est qu'il y a seulement 4 équipes au Canada, contrairement à 7 dans la Ligue nationale. Alors, c'est certain que ça va être beaucoup de matchs contre les mêmes équipes, mais il est important que le Rocket et les Espoirs puissent jouer. Et ce qu'il y a d'important également à noter, c'est qu'il n'y aura pas de match cette année à la place Belle de Laval. Le Rocket qui va déménager ses pénates au Centre Bell. Question de salubrité, question peut-être, comment je dirais, de rendre ça plus simple, d'avoir qu'un seul amphithéâtre là, qui devra se conformer, disons, aux règles sanitaires. On sait que le Canadien va commencer sa saison locale à la fin du mois de janvier. Alors, on espère du côté du Rocket peut-être une saison d'une quarantaine de matchs, 42 matchs. On sait que dans la Ligue nationale, on parle d'une saison de 56 matchs qui commence cette semaine. Alors, considérant qu'on va perdre là, un autre 3 semaines avant le début de la prochaine saison, moi, j'ai l'impression que ça va être quelque chose comme entre 40 et 45 matchs là, pour la Ligue américaine de hockey.
On espère évidemment être en mesure de vous présenter des matchs à RDS du Rocket de Laval au cours de la prochaine saison. Mais ces matchs locaux-là seront disputés au Centre Bell, évidemment sans la présence des partisans, du moins en début de saison. On verra au fur et à mesure que les semaines vont passer si on sera en mesure là, d'ajouter des partisans. Parlant de la Ligue américaine, on a confirmé l'embauche de Harley Moore, une femme au titre de vice-présidente opération. Alors, ça a été confirmé par le président de la Ligue, Scott Howson. Donc, acquisition intéressante pour la Ligue américaine de hockey. Et je termine ce balado-diffusion avec la nouvelle qui est sortie au cours des dernières heures à l'effet que Noah Jolson, le défenseur du Canadien, qui a joué aussi avec le Rocket de Laval, a été réclamé au balotage par les Panthers de la Floride. Il avait été soumis au balotage parce qu'on voulait le retourner avec le Rocket de Laval. Donc, le Canadien le perd pour absolument rien. C'est encore une fois un choix de première ronde là, qui, comme on dit, va avoir été classé dans la catégorie des échecs, même si dans son cas, c'est beaucoup plus les blessures qui auront fait mal. Je me questionne sur la pertinence d'avoir conservé peut-être un Victor Mété dans l'alignement à la place d'un Noah Jolson. Évidemment, c'est ouvert à la discussion. J'aurais peut-être été plus enclin à placer Victor Mété au balotage que Noah Jolson. Est-ce que Mété aurait aussi été réclamé par une autre équipe? C'est possible, mais en admettant que les deux puissent être réclamés, Jolson ou Mété, lequel des deux on veut peut-être travailler avec et lequel des deux a peut-être le plus de potentiel, mettons, dans 4 ou 5 ans? Je me questionne là-dessus. J'ai mis ça j'ai mis ça sur mon fil Twitter, beaucoup de réactions là-dessus, puis on va en parler à Hockey 360 également aussi. Personnellement, j'aurais peut-être aimé mieux donner une chance à Jolson, un droitier en plus. Mais bon, le Canadien en a décidé autrement. Évidemment, il y a beaucoup de contrats, il y a beaucoup de profondeur. Il y en a des jeunes qui s'en viennent. On pense à Jordan Harris, on pense à Norlinder. Il y en a d'autres aussi. Alors, Fleury qui est à Laval. On verra bien au cours des prochaines années. Mais le Canadien a perdu son choix de première ronde de 2014, Noah Jolson, qui avait été une sélection fortement encouragée par Shane Sherlock, qui était l'adjoint de Trevor Timmins au recrutement. Et comme par hasard, Shane Sherlock travaille maintenant pour les Panthers de la Floride. Alors, il y a fort à penser qu'il y a un lien à créer de ce côté-là. Alors voilà ce qui complète notre première édition de 2021 de Sur la glace. Je veux remercier Olivier Côté à la technique, Luc Dansereau à la coordination, Christian Daou à la recherche, mes invités Pascal Daou, directeur général des Foreurs de Val-d'Or, et Jonathan Deschamps, un juge de ligne qui a travaillé le match de la médaille d'or du championnat du monde de hockey junior. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve lundi prochain, le 18 janvier. Merci beaucoup, salut.